matinée, bonjour, en parlant d'infections qui ne sont pas uniquement intertropicales, même s'il fait froid aujourd'hui, très froid aujourd'hui, puisque la France métropolitaine, on le verra à la fin, est sujette à des zones d'émergence d'arbovirus, Camargue, virus de West Nile, et maintenant avec Aedes albopictus. Donc, je vais vous donner des repères. Aedes albopictus, c'est notre nouvel ennemi. C'est un moustique qui vient d'Asie, qui commence avec le réchauffement de la planète à faire le tour de la zone intertropicale et à remonter dans le sud de l'Europe, et qui en particulier donc, a envahi tout le sud de la France, et qui a gagné également les Antilles françaises, la Réunion, donc les départements français d'outre-mer, un certain nombre de départements français d'outre-mer. Et vous verrez que à la fois les gens qui habitent là-bas, il y a des protections particulières à prendre. Quand on se rend là-bas aussi, et quand on retourne de zones d'endémie, donc que ce soit des DOM ou de la zone intertropicale, on peut avoir à diagnostiquer des arboviroses. Donc, premier élément. Deuxième élément, là on n'est pas rentré dans le vif du sujet, je vous place juste le problème. La première arbovirose humaine, de très très loin, c'est la dengue. Il y a 3 milliards d'individus sur la planète qui sont exposés au risque de dengue. C'est une arbovirose qui est réémergente, on verra pourquoi. Donc c'est une arbovirose qui est cantonnée dans la zone intertropicale, mais là aussi, il y a une adaptation du virus au vecteur, et de nouveau, on passe du vecteur classique, périurbain, anthropique, à un vecteur qui s'appelle Aedes aegypti, on va en reparler aussi longuement, à un vecteur donc, qui s'acclimate et qui est aussi périurbain, anthropique, beaucoup plus agressif, où le virus finalement est mieux adapté au plan virologique, qui est Aedes albopictus. Donc d'abord dans les points de repère, Aedes, avec deux espèces de moustiques différentes, Aedes aegypti et Aedes albopictus. Voilà, déjà vous retenez ça et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc l'ennemi c'est celui-là, c'est Aedes albopictus. C'est ce qu'on appelle le moustique tigre, et vous allez voir, c'est le moustique qui se répand. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, faire les choses de façon très schématique, didactique, pour comprendre le champ des arboviroses, et on finira juste par quelques diapositives pour ébaucher juste cet axe de la virologie qu'on appelle les fièvres hémorragiques virales, qui est un axe, d'ailleurs je peux même m'en débarrasser maintenant, mais je vous montrerai les diapositives, ce sont surtout des images, qui est un axe de la virologie fait de virus extrêmement hétérogènes, qui ont tous, comme primum movens, au plan sémiologique, des hémorragies. Donc on en parlera juste un petit peu, c'est un cadre nosologique tellement hétérogène qu'il faudrait des heures pour pouvoir en parler. Simplement on le met dans les arboviroses, parce qu'il y a des arboviroses hémorragiques et des arboviroses non hémorragiques. Donc parmi les fièvres hémorragiques virales, il y a des arboviroses. Alors, on va faire un tout petit peu de définition, et on va comprendre le champ de ces arboviroses. Alors, arbovirose, c'est une définition. Ce sont des infections virales transmissibles à un hôte vertébré par un arthropode qu'on appelle le vecteur, arthropode vecteur. Donc, arbovirus, c'est un acronyme. Arthropode, born virus, donc ARBO, virus. Donc, il y a un triptyque. Il y a un triptyque qu'on va essayer de comprendre, qui est complexe, où il y a, évidemment, c'est une infection virale, il y a un virus, l'arbovirus, il y a un hôte. Donc l'hôte, ça peut être l'homme, ça peut être un primate, ça peut être un oiseau, ça peut être un cheval, c'est un hôte vertébré, ça peut être un rongeur. L'hôte va assurer, quelqu'un qui pleure là, va assurer, écoutez bien, la persistance épidémiologique de l'arbovirus. C'est-à-dire, tant qu'il y a un hôte invertébré infecté, quelque part, l'arbovirose, dans ce triptyque-là, va pouvoir... Il faut un virus, il faut un hôte, puis il faut un vecteur. Donc le virus, où est-ce qu'il va pouvoir persister?
Où est-ce qu'il va pouvoir persister? Il y a deux endroits où il peut persister. Il ne persiste pas comme ça dans la nature. Il persiste chez l'hôte vertébré, donc on parle de persistance épidémiologique. Il persiste également chez le moustique, tant qu'il y a des moustiques. Mais les moustiques, on va voir qu'ils dépendent du contexte climatique. Il y a des moments où il n'y a pas de moustiques. Saison sèche, en Afrique intertropicale, il n'y a pas de moustiques. Mais il y a des œufs de moustiques. Donc, chez le moustique, la persistance, elle peut être là aussi épidémiologique. Le moustique, en tant que vecteur, devient un réservoir. Il y a quelqu'un qui crie dans le couloir. Devient un réservoir pour l'arbovirus. Mais lorsque le moustique ou l'arthropode, il n'y a pas que les moustiques, mais lorsque le moustique ou l'arthropode n'est pas en période épidémiologique de transmission adulte, donc de cycle de reproductif, eh bien, l'arbovirus peut persister chez le moustique, chez les œufs des moustiques, chez les œufs de l'arthropode, car chez l'arthropode, il y a une transmission transovarienne. Donc les deux niveaux de persistance épidémiologique chez le vecteur et épidémiologique chez le moustique, avec possibilité de passage transovarien et de persistance en dehors des périodes de reproduction du moustique. Donc quelque part, le virus va persister soit dans son vecteur, soit dans son hôte vertébré. Bon, première notion. Deuxième notion, on va quand même essayer de comprendre une chose très très simple, très très simple. Très très simple. Là, on est devant un triptyque où il y a un virus, un hôte, un vecteur. Donc, quels sont, au plan génétique, quelle est la possibilité génétique de flexibilité telle que un virus est adapté à un arthropode? En gros, c'est un insecte, un arthropode. On va y revenir sur la définition de l'arthropode, mais un insecte. Les insectes sont apparus, ou les insectes qu'on connaît maintenant sont sur Terre depuis environ 550 millions d'années. Donc, le moustique s'est adapté à l'insecte, et ensuite, moustique infecte l'insecte. L'insecte, pour se reproduire, boit le sang pour la femelle de l'hôte, et l'hôte se contamine par le virus. Donc, l'hôte vertébré dans ce triptyque-là arrive beaucoup plus tard dans la phylogénie. D'accord. Donc, il a fallu qu'un virus s'adapte en termes génétiques au tissu de l'arthropode, et ensuite s'adapte au tissu de l'hôte vertébré. Et ça, il n'y a que les virus à ARN qui peuvent faire ça. Il faut de la flexibilité génétique. C'est aussi pour ça que quand les vecteurs changent, par exemple du fait du réchauffement de la planète, alors c'est intéressant les arbovirus, parce que c'est vraiment une pathologie qu'on appelle réémergente. Réémergente parce que les conditions climatiques, vous avez vu, il fait froid aujourd'hui. Mais globalement, il y a quand même, on a des hivers qui sont plus doux, plus pluvieux, et puis il y a un réchauffement global de la planète, on ne peut pas le nier. Et donc l'écologie des vecteurs, en particulier des moustiques, mais il n'y a pas que les moustiques, tous ces arthropodes-là évoluent et s'adaptent au changement climatique. Et on verra que la chaleur, la pluie, enfin l'intensité des zones hydriques, etc., influent évidemment sur le vecteur. Voilà. Donc, la deuxième idée de ce cours, donc c'est à la fois il y a un triptyque, mais la deuxième idée, c'est qu'il y a une flexibilité génétique très particulière pour que tout ça s'organise et donne un cycle qui perpétue une infection, et ensuite, bon, on est des médecins, une maladie. Alors, toujours dans les définitions, le virus. Alors le virus, je vais vous donner quelques points de repère, je vais vous dire juste ce qu'il faut retenir. Donc on a compris, virus ARN exclusivement, il n'y a aucun arbovirus à ADN. Grande diversité génétique, flexibilité génétique, capable de s'adapter à l'hôte et à son vecteur, ça vous avez compris. Alors, des arbovirus, il y en a environ 600 qui sont connus, 100 à 200 qui sont connus comme pathogènes chez l'homme. On en découvre régulièrement. Et il y a deux grandes familles à retenir. En fait, il y a 5 familles, mais peu importe, vous allez retenir 2 familles. Je ne vous demande pas de retenir tout. Il y en a de familles intéressantes en pathologie humaine, en tout cas pour nous. Pour la France, la métropole, les Antilles, l'Afrique subsaharienne. Flavivirus. Alors, flavivirus, c'est le virus de l'hépatite C. Retenez, hépatite C, hépatite C, hépatite C. Flavivirus. Bon, il y aura une atteinte hépatique. Donc, une atteinte hépatique, ça veut dire trouble de la coagulation. D'accord ? Donc, trouble de la coagulation, ça veut dire pétéchie,
on verra. Mais il peut y avoir donc il y a un trouble de la coagulation. Donc, fièvre jaune, virus de la fièvre jaune. La fièvre jaune, c'est vraiment, on croit que ça a disparu, pas du tout. Il y a 200 000 cas par an. C'est vraiment le prototype de l'arbovirose. C'est la seule pour laquelle on ait un vaccin efficace. Vous savez que dans le Code sanitaire international, quand on vit en France, on n'a pas besoin d'être vacciné contre la fièvre jaune. Quand on vit en France guyanaise, en Guyane française, on verra qu'il y a un calendrier vaccinal particulier. Quand un Français métropolitain se rend en Guyane, là aussi, il y a des précautions à prendre. Donc, fièvre jaune. Jaune parce qu'il y a une jaunisse. Donc, c'est un virus hépatotrope, comme le virus de l'hépatite C. Le virus de la dengue, c'est pareil. Hein, c'est un virus hémorragique, il donne une atteinte hépatique. Donc, c'est les flavivirus. Et puis, le dernier petit, le virus Zika. Le virus Zika, je vais en parler à la fin, c'est un virus intéressant. Retenez, il y a une idée dans le virus Zika, c'est un grand virus neurotrope, il donne des microcéphalies chez l'enfant, des Guillain-Barré chez l'adulte, donc il est neurotrope. C'est le seul arbovirus qui se transmet de façon épidémiologique, de façon non arbovirale chez l'homme, par les rapports sexuels. Il y a une persistance de la sécrétion de l'arbovirus, de la persistance de l'arbovirus dans les sécrétions génitales masculines, enfin dans le sperme pour parler concrètement, durant plusieurs semaines ou mois après l'infection. Donc il y a eu des cas de transmission de l'homme à la femme sexuelle, d'accord, et des cas de transmission ensuite secondaires, chez le fœtus, etc. C'est vraiment une exception. Deuxième famille que je vous demande de retenir, si vous devez retenir quelque chose, c'est les togavirus. Alors togavirus, ça vous dit peut-être rien, mais il y a une grande maladie humaine qui est un togavirus. Le togavirus arrache la rubéole. Alors maintenant, c'est une maladie qu'on voit moins, mais les rubéoles congénitales, ça donne des encéphalopathies congénitales, des malformations de l'enfant, etc. La rubéole, c'est une maladie pour laquelle il y a un vaccin, vivant atténué. Vous savez, ça rentre dans le calendrier vaccinal, avec maintenant une injection de rappel. C'est un togavirus. Donc, le chikungunya, on va en parler, parce que le chikungunya, la Réunion en 2005, les Antilles en 2013, l'Afrique intertropicale, c'est aussi un prototype d'expansion des arboviroses. C'est une arbovirose émergente et non pas réémergente, à cause d'Aedes albopictus. Donc, on a là les points de repère, les arboviroses qui vont nous intéresser. Il y en a 4. Il y a la fièvre jaune, classique. Il y a un vaccin, on la connaît depuis longtemps. C'est vraiment le prototype de l'arbovirose à transmission par moustique. Elle est vraiment classique, il faut la connaître. On est obligé de la connaître. Elle rentre dans le cadre du Code sanitaire international pour les voyages. La dengue, parce que c'est l'arbovirose humaine la plus importante. Flavivirus, hépatonéphrite. Arbovirose hémorragique. Virus Zika, parce que c'est une arbovirose qui a touché la Guyane et les Antilles françaises, et qu'il y a eu des cas secondaires après en métropole. Et le chikungunya, parce que ça donne des coups de bâton. Chikungunya, c'est du swahili. C'est vraiment l'arbovirose prototype qu'on avait oublié. Alors, pourquoi je dis on l'avait oublié? Parce que les arboviroses qui émergent maintenant, on les connaissait en tant que virus proprement dit depuis longtemps. Par exemple, le virus Zika avait été découvert en Ouganda en 1947. Où ça? Dans la forêt Zika. Alors la forêt Zika, ça appartient à un institut de recherche ougandais. Parmi les chercheurs, il y avait certains qui étudiaient la canopée, c'est-à-dire toutes les strates de la forêt tropicale, tous les niveaux de la forêt tropicale, de la base jusqu'au sommet, surtout les sommets, là où il y a des insectes de toutes sortes. Et ils recueillaient à la fois les insectes, donc des vecteurs potentiels, et des virus. Et c'est comme ça qu'on a découvert le virus Zika. Et on pensait que c'était un virus uniquement du primate. 1947. Et l'épidémie, on va voir que ce virus Zika, il a traversé le Pacifique d'abord. Et ensuite, il a gagné l'Amérique du Sud, le Brésil, la Guyane, les Antilles, la métropole. Voilà. Donc retenez, alors ça je vous l'ai dit, ça c'est important. Pourquoi arbovirose majeure? Il y a des arboviroses qui sont hémorragiques, d'autres qui sont non hémorragiques. C'est aussi une classification nosologique de ces arboviroses.
la fièvre jaune, la dengue. Alors vous voyez la dengue 1, 2, 3, 4. On n'aura pas le temps de parler beaucoup de ces maladies qui demanderaient chacune des heures de connaissances. Je vous donne juste des points de repère, mais la dengue 1, 2, 3, 4, il y a 4 sérotypes de dengue qui circulent. Hein. Voilà, c'est la physiopathologie de la dengue. On va s'y intéresser un tout petit peu, mais c'est une maladie intéressante. Voilà, les autres, n'en parlons pas. Donc, il y a des arboviroses qui sont non hémorragiques. Hein. Voilà. Alors, le moustique. Le moustique, les vecteurs. Alors, d'abord, arthropode. Qu'est-ce que c'est qu'un arthropode? En fait, je suis allé sur Wikipédia. Et voilà, l'arthropode, bon, c'est dans l'organisation du vivant. C'est la moitié des espèces connues et répertoriées sur la Terre sont des arthropodes. Alors, les arthropodes, c'est des trucs qui sont pas marrants. Bon, on y regroupe les insectes, les araignées, les scorpions, les scolopendres, enfin tout un tas de bestioles. Et il y a des arthropodes qui sont anthropiques. Je sais pas, par exemple les cafards, les moustiques, que sais-je, les tiques. Et puis il y a des arthropodes qu'on ne voit pas, qui sont dans les cavernes, sous la terre, les vers de terre, enfin bon, tout un tas de... Voilà. Donc les arthropodes, c'est les plus anciennes des espèces connues qui ont probablement colonisé la Terre dans l'ontologie du vivant avant tout, d'accord, et qui sont là, qui sont d'une extraordinaire diversité. Et la définition que j'en ai trouvée, c'est une définition anatomique. Alors ça va nous aider. On va essayer de comprendre après, ça va nous aider pour comprendre l'arbovirologie. Définition anatomique, donc de l'organisation fonctionnelle de ces arthropodes. Donc arthropode, ça veut dire articulé, arthropode, articulation pod avec des pieds. Bon, voilà, donc on voit qu'il y a des membres, donc il y a des appendices segmentés. Le squelette est externe. Nous, on a un squelette interne avec un système circulatoire. Là, le squelette est externe, fait de chitine. Vous savez, quand on écrase un insecte, ça fait pchout, avec un système circulatoire ouvert à l'intérieur, hein, donc c'est une espèce d'être un méandre. Alors moi je ne sais pas le décrire du tout, mais j'imagine ce que c'est, d'accord? C'est pas des vaisseaux sanguins comme nous, bien organisés, etc., avec un cœur qui bat, etc. C'est un cloaque, voilà. Mais il y a quand même une organisation à l'intérieur. Donc le moustique, il a son tube digestif, ou un équivalent de tube digestif. Donc il va vous piquer la femelle. Le mâle ne sert qu'à la reproduction. La femelle sert à la reproduction, mais en plus sert à nous piquer. Pour le cycle trophogonique de la reproduction, il faut une piqûre, il faut du sang humain. C'est comme ça. Mais après le sang, une fois qu'il a été pompé, il sert, il faut quand même qu'il atteigne quelque part l'ovaire qui mature l'ovocyte, etc. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, hein, je ne suis pas un sectologue, voilà. Mais donc ça passe dans le tube digestif. Et le virus, lui, il s'adapte au moustique, il commence à se répliquer. Et lorsque la charge virale dans le moustique est suffisamment importante, on en retrouve où, malheureusement, dans les glandes salivaires du moustique. Et là, il va y avoir, donc, il va pouvoir y avoir une piqûre et une réinjection du moustique dans un second hôte vertébré. Et ce passage chez le moustique, c'est ce qu'on appelle le cycle extrinsèque, en dehors de l'hôte vertébré, extrinsèque. C'est le passage chez le moustique. Voilà. Donc tout ça se passe chez l'arthropode. Donc ce sont des insectes, etc. Alors voilà, arthropodes, donc insectes. Alors ce qui va nous intéresser, donc on a les phlébotomes, on a les culicidés. Culicidés, retenez, c'est les moustiques, d'accord. Mais il y a deux grandes, je vais dire familles, hein, les anophélinés. Alors anophèle, femelle. J'en parlerai pas ici, hein, de l'anophèle, mais c'est le palu. Il faut bien comprendre, un anophèle, c'est le palu, c'est de la parasito. Dans tous les QCM internat ou tous les QCM qu'on vous pose, il y a le piège. Est-ce que l'anophèle transmet l'arbovirus? Non, il transmet le palu. Voilà. Donc c'est un moustique aussi. C'est aussi une transmission par un vecteur. C'est pas la même chose. Dans le palu, il y a un cycle sexué, asexué. C'est pas du tout la même chose qu'en virologie. Donc, et puis il y a les culicidés. Et les culicinés, pardon. Donc les moustiques, quoi. Hein. Donc parmi lesquels il y a Aedes aegypti, Aedes albopictus et d'autres Aedes. Et puis il y a les tiques, Idoxididés. La famille, hein. Voilà. Alors voilà, les moustiques, les tiques, les phlébotomes. En ordre d'importance, c'est les moustiques qui dominent, hein, pour les arboviroses. Après, il faut être arbovirologue pour s'intéresser aux arboviroses des tiques et des phlébotomes. Hein, voilà. Alors les culicidés, c'est les espèces de moustiques. Il y en a des milliers qui sont connus, 3300 espèces de moustiques. Voilà. Donc les Aedes, c'est notre ennemi, hein, et les culex. Alors les Aedes, donc Aedes aegypti, Aedes albopictus, retenez ces mots. Hein. Culex. Alors culex, les Aedes, ils piquent. Vous savez quand est-ce qu'ils piquent les Aedes? Et ils sont anthropiques. Quand on leur montre des poules, des vaches, tout ça, ils piquent l'homme. Ils sont anthropiques, ils préfèrent piquer l'homme.
ou les primates non humains, les primates qui se rapprochent de l'homme, les grands primates des forêts intertropicales. Ça, c'est les Aedes. Les culex, vous savez que... Alors, oui, les Aedes, je vous disais, quand est-ce qu'ils piquent les Aedes? Vous savez pas? Les coloniaux, à quelle heure ils prennent l'apéritif? Les anciens coloniaux. Hein? Oui, au coucher, exactement. Voilà. Ça, c'est une... voilà. Quand les coloniaux prenaient un whisky sour au Strand, je sais pas, à Saigon, c'était au coucher de la nuit. Et c'est là que les Aedes piquent. Donc les Aedes, ils sont anthropiques. Alors on verra qu'il y a des anthropiques endophiles à l'intérieur des maisons, des anthropiques exophiles à l'extérieur des maisons. Malheureusement, on n'a pas de chance. L'Aedes albopictus, il est anthropique exophile. Alors pourquoi je vous dis on n'a pas de chance? Parce qu'endophile, on met du pchut, on se met sous la moustiquaire, on n'a plus de problème avec l'Aedes. Quand il est anthropique, il aime l'homme, il aime piquer l'homme pour se reproduire. Mais exophile, il va être à proximité des maisons. Donc il suffit qu'il y ait un pot de fleurs, un gîte, un vieux pneu, un gîte naturel, eh bien, il va prospérer. Les larves vont persister à côté des maisons. C'est pour ça que ça a flambé à La Réunion, Aedes albopictus. Ça a donné la chikungunyose épidémique. Voilà. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, le Strand. Donc l'Aedes, il pique à la tombée de la nuit. L'Anophèle, il pique quand? Il est aussi anthropique, il est endophile, c'est dans la maison. Il pique la nuit. Donc le palu, enfin je schématise, hein, il pique la nuit. Bon. Et le culex? Vous avez jamais été réveillé par un moustique la nuit? Bzzz, bzzz. Eh bien, c'est pas l'Aedes. Le moustique qui vous attaque la nuit, c'est un culex. C'est les moustiques qui... Vous ne pouvez pas dormir, impossible. D'accord? C'est des moustiques qui sont anthropiques, endophiles, nocturnes. Et qui font du bruit. Bon, alors pourquoi je vous parle des culex, en fait? Il y en a un qu'il faut connaître, c'est pour les gens qui voyagent, qui vont aux États-Unis. Culex pipiens. Alors, j'en connais pas beaucoup, hein, des culex, mais c'est le vecteur d'une encéphalite, qu'on appelle l'encéphalite de West Nile, qui est une véritable plaie aux États-Unis, qui se transmet par les oiseaux, le cycle selvatique, hein, sauvage, c'est par les oiseaux. Les oiseaux migrateurs volent, et il suffit que le culex pipiens, soit l'homme va vers le cycle selvatique, soit il y a trop d'oiseaux, trop de moustiques, ça va vers l'homme ou vers les animaux péridomestiques, je sais pas, les chevaux, les animaux dont on s'occupe l'homme, voilà, et ça donne l'encéphalite de West Nile. Donc c'est juste pour votre culture scientifique, le culex pipiens, c'est le vecteur de l'encéphalite de West Nile, qui est une maladie émergente aux États-Unis. Voilà, Aedes aegypti, Aedes albopictus. Alors on dit moustique tigre parce que, regardez, voilà, vous voyez, il est tigré. Donc c'est une vraie saloperie. Hein. Culex pipiens ici, voilà. Et c'est la femelle qui boit le sang. Voilà. Alors le cycle trophogonique. Le cycle trophogonique, c'est un cycle une femelle va piquer 10 fois. Elle va faire 10 pontes. Entre les pontes, il faut qu'elle soit fécondée, d'accord? Bon, voilà, ça on n'en parle jamais. Et avant chaque ponte, il y a un repas sanguin. Donc on parle du cycle trophogonique. Donc le moustique, il faut de l'eau. Il pond ses œufs. Ensuite, il y a des maturations avec un certain nombre de stades larvaires. La nymphe, imagauge et éclos, qui devient un adulte. Le mâle assure la reproduction, donc je pense qu'il mange du nectar dans les fleurs, je sais pas. Et la femelle, elle pique. Et donc évidemment, là, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, d'abord je suis incompétent, mais on sent bien que le niveau d'eau, alors l'eau va intervenir sur la reproduction la maturation des larves et la reproduction du moustique. Donc simplement ce qu'il faut retenir, et ça paraît évident, dans ces zones intertropicales où nous on a 4 saisons, on a l'hiver, etc. Dans les zones intertropicales, en général, il y a la saison sèche et la saison des pluies. Voilà. Après, il y a la petite saison sèche, la petite saison des pluies, il y a des nuances en fonction des zones, mais il y a toujours une saison sèche, une saison des pluies. La saison des pluies, ça favorise la pullulation, la maturation des larves et la pullulation des moustiques. Il faut savoir que la chaleur favorise également la reproduction des moustiques. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'il y a des moustiques qui se sont anthropiques, donc qui préfèrent piquer l'homme, qui se sont particulièrement adaptés au changement climatique. Donc, Aedes aegypti pour la dengue, Aedes albopictus pour toutes les arboviroses à moustiques. Enfin, la plupart des arboviroses à moustiques humaines. Fièvre jaune, dengue,
Zika, chikungunyose. Bah ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les anophélinés, là, l'espèce des anophèles, hein, c'est le palu. D'accord ? Retenez ça, parce que c'est important. Bon, l'autre vertébré, c'est les animaux. Souvent, il n'est pas connu. Hein. On connaît l'arbovirus, on isole les arbovirus. On ne connaît pas l'autre vertébré. Il faut aller vraiment dans les zones intertropicales, dans la forêt profonde, ça, les petits mulots, les oiseaux qu'on ne connaît pas, etc., etc. Il y a beaucoup d'espèces qui ne sont pas connues. C'est difficile. Bon, il y a des réservoirs qui ont été identifiés, les singes, les oiseaux, et donc oiseaux pour l'encéphalite de West Nile. Les rongeurs, voilà. Et évidemment, l'homme peut être un réservoir, un autre vertébré. Voilà. Transmission transovarienne, je vous l'ai dit, donc en période où le moustique, ça a été démontré aussi par la tique, ne se reproduit pas de façon sexuée, il peut y avoir une persistance de l'arbovirus au sein de l'œuf. Ça a été démontré uniquement pour quelques arbovirus. C'est un peu de la virologie fondamentale, mais ça explique la persistance de l'arbovirus, même après des périodes très prolongées, par exemple en zone sahélienne, lorsqu'il n'a pas plu pendant 8 mois, et bien tout d'un coup, il y a de la pluie et ressorte le risque d'émergence d'arbovirus. Voilà, alors on va compliquer un tout petit peu. Donc la femelle, toujours le cycle trophogonique. Donc le cycle trophogonique, ça correspond à ce qui se passe entre 2 piqûres pour assurer la maturation des œufs pour la reproduction du moustique. Bon, c'est la femelle, hein. Voilà, ah ben, il y a les pontes. Donc repas sanguin, maturation, ponte, P1. Ensuite repas sanguin, etc. Voilà. Ensuite, ici, on va parler du cycle extrinsèque de l'arbovirus. Le cycle extrinsèque, c'est le moustique pique un autre vertébré qui est en période virémique. Il boit du sang qui est contaminé par le virus. Le sang va dans ce qui correspond au système digestif du moustique. Je dis système digestif parce que ce n'est pas un tube, c'est un système digestif. Voilà. Et il mature, il se réplique. Donc il y a un tropisme pour des cellules hôtes moustiques. Un virus à RNA, un cycle de réplication extrêmement complexe, différent pour chaque espèce de catégorie de moustiques. C'est très très compliqué la virologie fondamentale des arbovirus. Très compliqué pour chaque famille, pour chaque catégorie d'arbovirus. C'est très très compliqué. Vraiment une spécialité. Réplication, envahissement des glandes salivaires qui arrive à un certain niveau, et là, deuxième piqûre d'un autre vertébré, puisque le moustique doit se reproduire et assurer sa reproduction. C'est cycle trophogonique. Et lors de la deuxième ou troisième ou quatrième piqûre, au bout d'un certain temps, alors ce temps, c'est le temps extrinsèque de maturation de l'arbovirus chez le moustique. Alors, c'est court, retenez ça, c'est court, c'est moins de 14 jours. Inférieur ou égal, en fait. Hein. C'est moins de 14 jours, moins de 2 semaines. Ça, c'est important. Le palu, c'est plus de 2 semaines. Le cycle sporogonique du palu, c'est plus de 2 semaines. C'est l'anophèle, et un cycle sporogonique, c'est long. Quelqu'un qui revient, qui a fait un voyage à Dakar, enfin à Dakar, oui, à Dakar, au Sénégal, on va dire, en Casamance. 5 jours, club Méditerranée. Il revient, une semaine après, il est malade, il a un syndrome denguiforme. C'est pas le palu. Les gens disent « Ah, j'ai fait attraper le palu ». C'est pas le palu. A priori, c'est une arbovirose. Maintenant, il fait un syndrome denguiforme 3 semaines après, le retour, c'est plutôt un palu. D'accord ? Donc cette notion de 15 jours, c'est important. Lors d'un séjour bref en zone d'endémie, ce qui est fréquent avec les voyages maintenant, les voyages touristiques, hein, les voyages d'agrément dans les zones intertropicales. Donc c'est très fréquent, très très fréquent. Ou les voyages aux Antilles, les gens vont aux Antilles pour les vacances de Noël, paf, ils reviennent et ils rattrapent l'arbovirose. Il n'y a pas de palu en plus aux Antilles, mais enfin, ils rattrapent l'arbovirose. L'incubation est courte. Donc au niveau du vocabulaire, ça c'est une diapo que j'ai faite hier soir pour bien comprendre. Cycle trophogonique, c'est la reproduction chez le moustique. Cycle extrinsèque, c'est la réplication chez le moustique. Et puis, cycle sporogonique, c'est le cycle sexué des gamètes mâles et femelles du palu, hein, voilà, qui est relativement long. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ben là, maintenant, vous avez commencé à comprendre. Hein. Donc, les œufs émergent en larves, puis il y a un imago, puis il commence à voler, il devient adulte très très vite, il cherche à se reproduire, la femelle va commencer à piquer pour assurer son cycle trophogonique et pondre les œufs. Et le deuxième repas, c'est la piqûre d'un autre vertébré qui capte un arbovirus, puisque l'autre vertébré, persistance épidémiologique, réservoir, il y a suffisamment de densité d'autres vertébrés. Un autre vertébré est en train, par exemple, il y a une épidémie de dengue, de fièvre jaune et que sais-je.
Donc statistiquement, il y a un moustique qui va piquer un autre vertébré qui est en période de virémie. Il va y avoir une maturation ici. Donc là, c'est la charge virale dans les glandes salivaires et dans le tube digestif. En fait, bon, c'est pas clair. En tout cas, au bout du cycle extrinsèque de quelques jours, donc moins de 14 jours, il y aura suffisamment de virus dans les glandes salivaires pour que, lors d'un prochain repas sanguin, il y ait un nouvel hôte vertébré qui soit infecté. Et donc on a ce cycle-là, d'accord ? Premier hôte vertébré ici, deuxième. L'hôte vertébré fait une virémie qui est brève. Il est plus ou moins malade. Alors on verra que les arboviroses, je ne ferai pas la clinique, on pourrait passer des heures, mais je vais vous donner les 3-4 points de repère sur la clinique. C'est important. Le syndrome d'Ingiform. Et puis surtout, souvent, les gens qui vivent en zone d'endémie ou qui reviennent de zone d'endémie, ils ont une sérologie arbovirale positive. Ah, mais j'ai jamais été malade. J'ai jamais été malade. Il y a beaucoup de formes inapparentes dans les arboviroses. Le système immunitaire, il est extrêmement puissant parce que l'hôte vertébré, s'il ne fait pas la maladie ou s'il ne meurt pas, etc., il est guéri. Il est guéri. Il élimine l'arbovirose. La persistance, elle est épidémiologique chez l'hôte, qui statistiquement, il y a toujours dans un groupe d'hôtes vertébrés des individus infectés, ça c'est une persistance épidémiologique, ou chez le moustique. Mais une fois que l'hôte vertébré a éradiqué par son système immunitaire l'infection arbovirale, il est guéri. D'accord ? Il meurt des complications. Il ne meurt pas de l'infection arbovirale per se, par elle-même. Voilà. Alors, chez l'hôte, on parle d'une incubation maintenant intrinsèque. Le temps entre le comptage, la piqûre, et les signes cliniques ou clinico-virologiques. D'accord ? Et l'incubation intrinsèque dans les arboviroses, elle est rapide. Donc, c'est environ 7 jours. 5-7 jours. Voilà, 4-8 jours, peu importe. Une semaine, quoi, une petite semaine. C'est rapide, incubation. Ben voilà. Bon. Alors maintenant, dernière chose avant de passer à quelques maladies, quelques exemples, les cycles. Alors tout ça, il faut que ça s'organise, il y a un chef d'orchestre. Il y a 2 cycles à connaître. Le cycle simple à vecteur, donc il y a un hôte vertébré et un vecteur adapté à l'hôte. Et le cycle mixte à vecteur. Il y a 2 cycles, un selvatique, sauvage, un périurbain ou urbain, donc anthropique. Donc il y a un cycle sauvage et un cycle humain. Donc cycle simple à vecteur. Et évidemment, les vecteurs ne sont pas les mêmes. Le vecteur qui aime piquer le singe, Hémogogus, Aedes africanus, qui aime piquer les grands singes, les grands primates en brousse quelque part, je sais pas moi, les macaques et tout ça, ils n'aiment pas piquer les hommes. Et inversement, les vecteurs moustiques des hommes n'aiment pas piquer les singes. Donc on va avoir 2 cycles qui vont coexister, et c'est quand la densité d'un des 2 cycles, et surtout le cycle selvatique, ou le vecteur du cycle anthropique sont suffisants, que les 2 cycles vont s'interpénétrer et qu'il peut y avoir passage et donc atteinte, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, atteinte humaine, donc à l'origine d'une infection arbovirale humaine. Voilà. Donc cycle simple à vecteur. Alors voilà, c'est un homme, un moustique. Le prototype, il y a 2 prototypes, c'est la dengue. La dengue, le réservoir, il est humain. Le moustique, c'est Aedes aegypti. Voilà. Bon, mais c'est toujours un peu plus compliqué. Donc l'homme, le moustique, d'accord, donc le cycle simple à vecteur. Le moustique, en période de saison sèche, eh ben, le virus peut persister par transmission ovarienne, donc voilà, il ne faut pas oublier ça, transmission transovarienne chez le moustique. Et chez l'homme, il y a eu des cas décrits, rares, très rares, de transmission mère-enfant. Alors, pour le Zika, c'est fréquent, mais dans les autres arboviroses, en particulier la dengue, la fièvre jaune et d'autres arboviroses, c'est rare. Le sang, au cours des transfusions sanguines, si on prend du sang d'un hôte qui est virémique, évidemment, on va transmettre l'arbovirose. Autre, c'est au laboratoire. Quand on fait des isolements d'arbovirus au cerveau de souriceau nouveau-né, sur culture cellulaire, quand on fait de l'inoculation de virus, par exemple, de virus de la dengue à l'intérieur du thorax de certains moustiques, d'accord, on peut se piquer, d'accord. À ce moment-là, il peut y avoir des contaminations, mais c'est des cas extraordinairement rares, d'accord, vraiment secondaires. Voilà, le cycle mixte, donc ça c'est le premier cycle. Il y a un vecteur et il y a un autre. Le cycle mixte à vecteur, eh ben, on a un cycle salvatique, donc avec un moustique qui est plutôt adapté à un hôte sauvage, en tout cas qui n'est pas humain. Et l'homme s'infecte soit en rentrant dans ce cycle-là, soit le moustique
euh, pour des raisons, par exemple, de climat, etc., va à la rencontre de l'homme, c'est-à-dire pullule et va à la rencontre de l'homme. Donc on a, en fait, dans le cycle mixte à vecteurs, fondamentalement, la configuration suivante. Animal, moustique adapté à l'animal. Homme, moustique adapté à l'homme. Alors on va se compliquer un petit peu. La fièvre jaune, c'est le cas typique, la fièvre jaune sauvage. Donc c'est entretenu, parce que les épidémies de fièvre jaune humaine, quand il y en a une, vous savez combien il y a de cas de fièvre jaune par an dans le monde? Environ 200 000 cas, 30 000 décès. Ce n'est pas une maladie qui a été éradiquée. Il y a eu des épidémies. L'année dernière, à peu près à la même période, il y a eu une grosse épidémie de fièvre jaune, vous savez où? Au Brésil. 2 ans avant, c'était au Sénégal. Il y a eu en République démocratique du Congo. Il y a toujours des bouffées comme ça. Mais c'est entretenu par le cycle salvatique. Donc c'est des Aedes du singe, Aedes africanus. C'est des singes non primates et c'est des cycles sauvages à l'intérieur des forêts. Et donc l'homme la fièvre jaune, donc ça c'est la fièvre jaune salvatique, la fièvre jaune urbaine, donc qui va toucher l'homme dans les villes, donc fièvre jaune urbaine ou fièvre jaune périurbaine, dans les villages. Le virus de la fièvre jaune va rentrer dans ce cycle urbain ou périurbain, et le vecteur, ça va être adapté à l'homme, anthropique, ça va être Aedes aegypti. Alors, autre maladie cycle mixte à vecteur qui est vraiment un cas d'école, c'est le virus chikungunya. Alors chikungunya, comme Zika, c'était un virus qui était connu. En fait, il y a 3 cycles. Il y a le cycle, c'était connu, ça avait été découvert dans les zones intertropicales d'Afrique de l'Est. C'était connu des arbovirologues. On savait que c'était un togavirus. Bon. Donc on avait décrit le cycle salvatique forestier. Donc moustique des singes, singes. Donc ça c'est en brousse. Voilà. Ensuite il y avait les gens qui vivaient en brousse dans les villages, vraiment très très loin des villes, d'accord, qui pouvaient donc avoir un cycle, on parle de cycle périurbain, un cycle anthropique, avec Aedes aegypti. Et puis, il y a eu un 3e niveau, c'est quand le virus s'est adapté à un nouveau vecteur qui venait d'Asie du Sud-Est, qui est Aedes albopictus. Ça, c'est ce qu'on a. Donc, ça a surpris tout le monde. C'est en 2005, à La Réunion, tout d'un coup, ce virus qui était connu que des arbovirologues, dont on ne connaissait pas vraiment la physiologie et la pathologie, d'ailleurs maintenant, c'est pas très bien connu non plus. Aïe. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce virus est devenu épidémique à la faveur donc de la prolifération du vecteur Aedes albopictus. Voilà. Et c'est... Non, j'ai pas appuyé. Et là? Mais j'ai pas appuyé. Non, mais... Ça marche? Donc, un cycle salvatique, un cycle forestier, la brousse, et un cycle urbain à La Réunion, premier grand cycle urbain décrit en 2005, une épidémie, je suis désolé, hein. Mais je ne vois pas ce que j'ai touché. Hein. Ça marche plus? Non. C'est vrai? Non, mais je sais pas. Non, c'est bizarre. Il y a un truc qui s'est déconnecté. Ah, mais je sais, j'ai touché à rien. Moi, je vais les appeler. Donc un cycle ensuite, donc cycle salvatique, cycle forestier en brousse, et puis cycle urbain à La Réunion. Le salvatique, c'est Aedes africanus, les singes. Cycle péridomestique, c'est des Aedes aegypti classiques, anthropiques, périurbains qui aiment bien les hommes mais dans les villages. Et puis Aedes albopictus, alors là, une épidémie considérable à La Réunion. 2005. Les gens infectés voyageant. Attention, c'est pas le moustique qui a... On dit que le moustique est arrivé aux Antilles. Mais non, c'est pas ça. Moustique, oui. Le moustique, il continue sa propagation en tant que vecteur. Mais ce n'est pas le moustique infecté qui a transmis la maladie. C'est les hommes virémiques qui prennent l'avion. Donc un homme virémique, il prend l'avion, oui, et donc il a fallu attendre quelques années, mais pas beaucoup,
De 2005 à donc où il y avait donc de la maladie à chikungunya qui était devenue endémique dans cette région du monde autour de la Réunion, Madagascar, etc. Il y a eu des individus qui sont arrivés aux Antilles françaises. Le vecteur s'y trouvait, donc à la fois Aedes aegypti et Aedes albopictus, d'accord. Et la maladie a fait, enfin l'infection à chikungunya est devenue épidémique elle-même aux Antilles françaises. Vous voyez? Donc la transmission à la Réunion, à Madagascar, aux Comores, voilà, et c'est faite par les hommes virémiques qui voyageaient d'une île à l'autre. Ah, voilà. Voilà, alors le West Nile, hein, je vous ai dit, c'est Culex pipiens. Bon, on va avancer. Voilà, et dernière généralité sur les arboviroses, les formes cliniques. Très nombreuses formes inapparentes. Ensuite, il y a une autre forme clinique qu'il faut connaître, c'est le syndrome denguiforme. Vous avez tous eu la grippe. Eh bien, imaginez une grippe plus forte que la grippe que vous avez fait. Donc, pas une grippe forte, une très forte grippe. Mais il n'y a pas de signe respiratoire, évidemment. Ce n'est pas une maladie respiratoire particulièrement. Eh bien, c'est ça le syndrome polyalgique de la dengue, des arboviroses. Le syndrome denguiforme. Et ça, vous en verrez ô combien dans votre vie, à la fois en métropole et si vous allez dans les régions intertropicales. Moi, je suis allé beaucoup en Afrique. Je vous assure que et j'ai fait des syndromes denguiformes, probablement arboviraux. Pendant la saison des pluies, c'est épouvantablement, ça fait mal. Et en particulier, il y a des douleurs articulaires qui sont très très importantes. Chikungunya en Swahili, ça veut dire coup de bâton. Donc c'est vraiment la maladie qui... Bon. La note méningo-encéphalitique, les arbovirus, ils vont partout, dans tous les tissus. D'accord. En particulier, il y a une atteinte des méninges. Donc il y a des céphalées absolument considérables. En plus, souvent, ce sont des zones intertropicales, il fait chaud. Il y a une note encéphalitique avec un tuphos, une espèce d'apathie, d'aboulie. Les gens qui sont infectés, ils mettent, je sais pas, 10 heures à aller chercher un verre d'eau, par exemple. Ils sont assoiffés à cause de la chaleur, de la fièvre. C'est algique, c'est fébrile, c'est des maladies fébriles. Donc ça va durer pas très longtemps, hein, ça dure 24 à 48 heures. C'est très très puissant. Voilà. Et ils vont mettre des heures à aller prendre un verre d'eau, à s'hydrater, à uriner. Bon. Donc à l'extrême, ça peut donner des méningoencéphalites arbovirales. Et puis, les atteintes viscérales, notamment les flavivirus, hein, retenez les flavivirus, hépatite C, hépatonéphrite. Alors, hépatite, parce que le virus, il a un tropisme hépatique, il donne une jaunisse, fièvre jaune. Bon. Jaunisse. Et puis, atteinte rénale, parce qu'il y a des complexes humains, un trouble de la microcirculation, une consommation de plaquettes et une atteinte rénale secondaire, qui peut aboutir à des saignements. Les deux associés, c'est-à-dire l'atteinte hépatique et l'atteinte rénale, peuvent aboutir à des saignements qui vont de la pétéchie, du purpura, enfin des petits saignements cutanés, donc qui font partie des signes cliniques des formes élémentaires, et jusqu'à des grands saignements, et qui font toute la gravité de ces maladies, puisque notamment chez les petits-enfants, les enfants de moins de 5 ans, il y a une mortalité qui est importante. Alors, quelques points de repère maintenant sur ces maladies. Je commençais à voir les 4 maladies qui sont importantes, hein, fièvre jaune, dengue, chikungunyose et Zika. C'est ça les 4 maladies qui nous importent ici. Il y a peut-être éventuellement le West Nile en Camargue, parce que Culex pipiens, hein, il y a eu des cas qui ont été rapportés, mais ça c'est pour la culture. Fièvre jaune, donc c'est un flavivirus, je ne rentre pas, voilà, zone intertropicale et Amérique latine. Alors regardez la Guyane, c'est un département français d'outre-mer, il n'y a pas de fièvre jaune en Guyane, mais ils sont entourés d'une zone où il y a le virus de la fièvre jaune, et il y a Aedes aegypti et Aedes albopictus. Donc c'est une zone d'émergence. Et on va voir ce qui se passe. Donc 200 000 cas par an, 30 000 décès, un cycle mixte hein, à vecteurs, selvatique et urbain. Bon, ça on l'a vu. Bon, ça donne une hépatonéphrique, je ne vais pas rentrer dans la clinique, on n'a pas le temps. C'est une fièvre hémorragique, d'accord, et ce qui en fait la gravité. Donc très souvent, c'est inapparent. Il y a des formes modérées, il y a des formes graves, et il y a des formes malignes, donc hémorragiques. Voilà. Alors, les techniques diagnostiques, je m'arrête un tout petit peu. Il y a la technique, alors, il y a les cultures. On peut faire du phénotype, isoler le virus. La technique de choix, c'est ceux que ça intéresse, hein, je vous donne vraiment des points de repère. La technique de choix pour les arbovirus, c'est le cerveau de souriceau nouveau-né. C'est un jour, vous allez dans un centre d'arbovirologie. Alors, il y a par exemple l'Institut Pasteur de Dakar, mais il y en a d'autres.
ils élèvent des souriceaux. Et ils reçoivent des prélèvements souvent lyophilisés. Crac, ils les injectent dans le cerveau. Parce que ce sont des virus neurotropes. Et évidemment, c'est des tissus cibles de choix. Et c'est comme ça qu'on a isolé beaucoup d'arbovirus, à partir de broyades moustiques, etc. Cerveau de souriceau nouveau-né. Heureusement, il y a aussi des lignées cellulaires. Je ne rentre pas dans les détails, d'ailleurs, je ne les connais pas. Biologie moléculaire maintenant, avec des RT, PCR, hein, c'est des virus à RNA. Il y a toujours une RT, quelque part, PCR, niché, pas niché, etc., peu importe. Sérologie, il y a une sérologie, et histologie, quand on a la pièce anatomique ou la biopsie. Alors, la fièvre jaune, ça, je vous le demande de savoir. La seule, vous la lisez 2 fois, vous savez, mais le traitement, il est symptomatique. Hein, lutte contre la fièvre, hydratation, etc. Bon, mais il faut d'abord isoler le malade. Ça, c'est très important. Alors, avant, lutte antivectorielle pour lutter contre la fièvre jaune. En période épidémique, il va y avoir une lutte antivectorielle de tous les gîtes possibles et imaginables avec des insecticides. D'accord ? Ensuite, il faut isoler le malade. Pourquoi dans toutes ces arboviroses, quand on a... Ça, c'est un réflexe dans les maladies infectieuses transmissibles. Hein. Mais là, évidemment, en période épidémique, il va y avoir, par exemple, il y a beaucoup de moustiques Aedes aegypti ou Aedes albopictus. Il faut isoler le malade. C'est une règle élémentaire. Comment on l'isole ? On le met sous une moustiquaire. D'accord ? Mais il faut le dire. Et puis, il y a une prophylaxie vaccinale. Donc là, elle est encadrée. En France, il y a des centres agréés. N'importe qui ne peut pas faire la vaccination contre la fièvre jaune. C'est un vaccin vivant atténué. Il y a une centaine de centres en France qui sont agréés par les ARS maintenant. Je pense que ça se passe comme ça. Le calendrier vaccinal a changé en 2015 et a été adapté pour la Guyane. Alors, je vous dis, le calendrier vaccinal, c'est une dose vaccinale, donc de 0,5 ml, peu importe, une dose vaccinale suffit pour toute la vie. Avant, il fallait un rappel au bout de 10 ans. Maintenant, on a enlevé le rappel. Parce que c'est un vaccin vivant atténué, il y a une réplication, et ça donne une immunité extrêmement solide, et donc il n'y a plus de problème. Voilà. Il y a 2 types de vaccins. Bon, voilà, vaccin vivant atténué, très bonne tolérance. Il n'y a plus d'encéphalite post-vaccinale. Maintenant, c'est très, très, très rare. Voilà. Vous savez qu'au début, dans les années 60, les premiers vaccins contre la fièvre jaune donnaient eux-mêmes des encéphalites. Hein. Il y a eu il y avait évidemment un bénéfice-risque qui était supérieur, il fallait vacciner les enfants. Il y avait des enfants qui malheureusement faisaient des encéphalites. Des enfants qui vivaient dans les colonies en particulier, dans les années 60, hein, dans les anciennes colonies, ou au moment des indépendances. Et il y a eu beaucoup d'enfants qui étaient... il y avait même un service spécialisé à Necker pour les encéphalites post-vaccinales. Le vaccin, on l'a passé, on a amélioré les souches. Maintenant, c'est rare, très très rare. Alors, la Guyane, on vaccine... Alors, tout le monde. Quand on vit en Guyane, il faut être vacciné. Numéro 1. Numéro 2, quand on est à plus de 2 ans, l'immunité qui va être conférée par le vaccin, elle est solide. Donc ça, c'est depuis 2016, dans le calendrier des vaccinations. Vous avez ça sur le site de la HAS, Haute Autorité de Santé. C'est remis, mais ça n'a pas changé. J'ai vérifié hier, ça n'a pas changé. Voilà, donc une dose. Chez l'enfant de moins de 2 ans, surtout si l'enfant est fragile, enfin, ça dépend des pédiatres. Bon, je ne suis pas pédiatre, hein, mais bon, on peut vacciner, mais il va falloir faire une vaccination de rattrapage. Parce que l'immunité à cause des anticorps maternels, etc., en principe, la mère a été vaccinée, est moins bonne. Donc, on va faire une première dose et une seconde dose de rappel entre 6 ans et 10 ans. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un calendrier propre à la Guyane. Et quand on travaille en laboratoire en Guyane, alors je pense les spécialistes ont mis cette clause parce qu'il y a un institut Pasteur qui travaille sur la fièvre jaune là-bas, et on fait un rappel. Et puis, il y a un risque quand même de transmission, on va dire par le sang, d'une personne potentiellement virémique. Ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de fièvre jaune en Guyane. Il y a des gens autour, et puis il y a une immigration brésilienne et surinamienne qui est importante. Donc, je pense qu'ils ont mis ça, vraiment pour protéger la population. Donc ça, c'est les recommandations françaises. Maintenant, recommandations sanitaires internationales. Vous allez dans un pays qui est une zone d'émergence de la fièvre jaune. La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire, et vous avez un carnet orange de vaccination, sur lequel vous devez avoir été vacciné 10 jours avant le voyage. Bon, premier point. Code sanitaire international pour la Guyane. Si vous habitez la France métropolitaine et que vous allez en Guyane, vous n'avez pas à être vacciné. Donc c'est la France, vous allez de France, d'Orly à Cayenne, vous habitez en France, vous n'avez aucun risque, vous allez là-bas, il n'y a pas de fièvre jaune, vous n'avez pas à être vacciné. Vous êtes sénégalais, enfin vous êtes
pas sénégalais, c'est pas ça que je voulais dire. Vous habitez au Sénégal, sénégalais ou pas. Vous allez en Guyane. C'est une zone d'émergence de la fièvre jaune. Vous devez montrer votre calendrier vaccinal à l'entrée en Guyane. Parce qu'il est possible que c'est les hôtes vertébrés virémiques qui amènent la maladie. Donc il faut être sûr que la personne est vaccinée, donc n'est pas virémique a priori. Voilà. Et moi, je suis allé plusieurs fois en Guyane faire des topos, il y a longtemps. Ils vérifient. Les gens ils vérifient. Est-ce que vous venez d'une zone intertropicale d'Afrique, en général, ils demandent d'Afrique ou d'Amérique latine. Si c'est oui, montrez votre carnet de vaccination. Si vous venez de métropole, vous n'avez jamais voyagé, vous ne revenez pas du Sénégal, etc., il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin d'être vacciné. Vous voyez, c'est une particularité. Il faut le savoir, mais bon, voilà. La dengue. Alors la dengue, c'est une maladie réémergente parce qu'elle avait diminué, parce qu'il y avait une lutte contre le vecteur, contre Aedes aegypti. Et maintenant, c'est une maladie qui flambe. Donc c'est un flavivirus, pareil, hépatonéphrite, hémorragique, etc. C'est pareil, comme la fièvre jaune. Donc c'est un vecteur anthropique, urbain, périurbain, c'est Aedes aegypti. Et puis, donc cycle simple à vecteur, on l'a vu. Et puis, voilà, il y a Aedes albopictus qui est venu d'Asie du Sud-Est, qui s'est répandu maintenant depuis une vingtaine d'années et qui a pris le dessus sur Aedes. Donc maintenant, il y a deux grands vecteurs. Il y a Aedes aegypti et Aedes albopictus pour la dengue. Voilà. C'est la plus importante des arboviroses humaines. Plus importante des arboviroses humaines. 100 millions de cas par an. 100 millions de cas par an. 30 000 décès, autant que la fièvre jaune. Donc voilà, des épidémies. Les épidémies, les pics épidémiques en Amérique latine, je vous mets ça comme ça, bon, pour dire que ça, vraiment, c'est une maladie qui est importante. Alors, la physiologie de la dengue, il va y avoir, donc, ce qu'il faut retenir, on peut avoir des formes inapparentes, des formes simplement avec fièvre, donc il y a des degrés, il y a 4 degrés. Deuxième degré, il commence à y avoir des hémorragies. Les hémorragies ont deux mécanismes. Consommation de plaques, consommation de hépatite, donc facteur de la coagulation, je ne sais plus lesquels, tant de TCA là il y a une insuffisance hépatocellulaire, donc diminution des facteurs de la coagulation, allongement du temps de céphaline activé, et donc il peut y avoir des manifestations hémorragiques. Ensuite, il y a la consommation de plaquettes. Alors, on a cru longtemps que c'était un marqueur. Je vous fais l'histoire très vite, très rapide. On n'a pas le temps. Consommation de plaquettes. Il y a une thrombopénie dans la dengue. Ça, c'est un truc très classique. Ce n'est pas lié à la gravité, d'accord ? Mais ça va compliquer tout le système hémorragique, évidemment. Voilà. Donc, insuffisance circulatoire. Donc, troisième degré, il commence quand même à y avoir des gros troubles. Augmentation de la perméabilité vasculaire avec les complexes humains qui ouvrent les microvaisseaux au niveau du rein, au niveau des capillaires, qui donnent cliniquement des manifestations hémorragiques au niveau cutané, puis au niveau de toutes les muqueuses. Et puis, dérèglement de l'hémostase avec thrombocytopénie, donc hypoplaquettose, et anomalie des facteurs de la coagulation qui peuvent aboutir ou non à des saignements. Et quand c'est vraiment important, il y a un choc. Voilà. Bon, donc là, tout ça, c'est bon. L'histoire naturelle, asymptomatique ou symptomatique, fièvre non différenciée, dengue classique avec ou non manifestation hémorragique, et fièvre hémorragique de dengue. Alors ça, c'est les complications de dengue. Je suis obligé d'aller très vite, parce qu'on ne peut pas passer trop... Je préfère que vous compreniez les principes, uniquement. Voilà. Puis on ne va pas vous interroger sur les détails, loin de là. Mais que, voilà, avec ou sans choc, c'est ça qui est important à retenir. Voilà. Le syndrome denguiforme, c'est la manifestation la plus commune, syndrome polyalgique. Alors ça fait vraiment mal, la dengue. C'est une énorme grippe, trouble vraiment, ça fait vraiment très très mal. Si un jour vous faites ça, vous verrez, voilà, les pétéchies, les purpuras, voilà. Il y a une phase de résolution. Ensuite, il y a les complications qui mettent un certain temps à s'installer avec les troubles de la coagulation et la thrombopénie. Donc cutanée, pulmonaire, épistaxis, enfin voilà, toutes les manifestations des maladies hémorragiques. Et puis, dans 1% des cas, il y a un décès. Donc 30 000 décès, c'est une maladie qui tue. Aux Antilles, c'est une maladie qu'on redoute. Il faut isoler le malade, évidemment. Et puis après, c'est un traitement symptomatique de réanimation polyvalente classique. Voilà. Surtout chez l'enfant. Le petit enfant, surtout enfin le petit enfant, voilà, risque de choc hypovolémique. Mortalité chez les petits enfants de 5 à 10%. Donc quand il y a une épidémie de dengue aux Antilles, en Amérique latine, il y a des enfants qui meurent. Voilà, le diagnostic, c'est exactement ce que je vous disais. Donc, culture, il y a une particularité pour ceux que ça intéresse. Le virus de la dengue, c'est le moustique Toxorynchites. Donc, on inocule dans le thorax du moustique, d'accord.
Et après, on coupe et on regarde. Donc, le virus aime se répliquer à l'intérieur de ce moustique-là. C'est un moustique cible, en fait, RT-PCR, ELISA. Et là, il y a une particularité aussi, il y a un test rapide de dingue pour la protéine NS1. Alors, la protéine NS1, c'est une protéine précoce. Et il y a des tests rapides et des savonnettes qui permettent de détecter la protéine NS1. Et donc, je vais vous montrer les recommandations de la HAS, que je vous demande un peu quand même de lire, parce qu'elles sont valables en métropole, voilà, je vais vous dire. Voilà. Quand c'est à moins de 5 jours après le début des signes cliniques, on peut faire la protéine NS1 et la RT-PCR. Quand on est entre 5 et 7 jours après les signes cliniques, la protéine NS1 sera négative, donc on fait la RT-PCR et on débute la sérologie. Et au-delà de 7 jours, c'est que le sérodiagnostic, parce que la virémie est très courte. Voilà. Ben voilà, c'est ce que je disais. C'est exactement ça. Donc, l'infection secondaire, c'est aux Antilles, quand on se réinfecte, quand on fait 2 dingues différentes. Parce qu'on peut faire la dingue 1, on n'est pas immunisé contre la dingue 2. On peut faire en Amérique latine, on peut faire plusieurs dingues différentes. Il y a 4 sérotypes de dingues. Bon, mais ça, c'est quelque chose de très particulier. Nous, on va avoir surtout affaire à la primo-infection de dingue, quelqu'un qui fait pour la première fois de sa vie la dingue. Donc, il y a un pic de NS1, c'est la protéine non structurale 1 du virus de la dengue, et après des IgM et des IgG qui apparaissent. Après, il y a une réponse anamnestique classique avec une augmentation des IgG. Donc, la virémie est très courte, 5 à 7 jours maximum. Donc, au début, c'est du NS1, ensuite, c'est de la RT-PCR, et puis ensuite, on débute la sérologie. Le mieux pour les arboviraux, c'est de faire un sérum précoce et un sérum tardif. Voilà. Alors après, c'est des querelles de spécialistes très compliquées, en particulier les IgM en période de fièvre et tout ça, peuvent avoir des faux positifs. Donc on aime bien avoir une séroascension du titre d'anticorps qui est multiplié par 4 entre le sérum précoce et le sérum tardif. Tardif, ça veut dire 15 jours après le premier. Donc le diagnostic, en fait, il est assez simple. Alors, comment on fait? Vous êtes à Paris, en métropole, quelqu'un vient de zone d'endémie, évidemment, il n'y a pas la dengue ici, puisqu'on n'a pas une zone d'émergence, la métropole, mais les gens voyagent, reviennent des Antilles. Donc en France, concrètement, il y a le centre de référence des arbovirus à l'Institut Pasteur. Et puis, par exemple, à l'APHP, à Avicenne, ils font des sérologies, des RT-PCR d'arbovirose. Voilà, donc il y a des centres spécialisés pour faire le diagnostic médical de la dengue. Voilà, il y a des documents de la Haute Autorité de Santé. Voilà, je ne rentre pas dans les détails. Voilà, le seul schéma que je vous demande éventuellement de lire, mais vous verrez, il est résumé tout à l'heure après la chikungunya, parce que c'est le même en fait. C'est voilà, 0 à 5. En fait, il est pas vraiment exact. Je l'ai refait après. Mais c'est NS1 plus RT-PCR. 5 à 7, c'est RT-PCR plus début de la sérologie. Et après 7 jours, c'est la sérologie. Oui, j'ai mis aussi déclaration obligatoire. On l'oublie souvent, mais ça tombe dans les questions. Tout ce qui est arbovirose, tout ce qui est fièvre hémorragique virale, c'est la déclaration obligatoire. C'est des items de QCM qu'on met toujours. Bon, il ne faut pas oublier qu'il y a des maladies à déclaration obligatoire à l'Institut, enfin à la déclaration obligatoire, ministère de la Santé. Le chikungunya, quelques points de repère vraiment très rapides. Île de la Réunion, 2005. Antilles françaises en 2013. Voilà la Réunion. Donc c'est une maladie qui a été un coup de tonnerre. Les spécialistes, donc le ministre des DOM à l'époque, c'était François Barouin. Il avait été conseillé par des grands spécialistes ici, la Salpêtrière, qui disaient que c'était une maladie qui était banal sous les tropiques, qui ne donnait jamais de complications. Et en fait, il y a eu des complications. Il y a eu des cas c'était une maladie qui était tellement peu connue, on ne savait pas qu'il pouvait y avoir des cas mortels. Voilà. Et donc, ça a été vraiment un coup de tonnerre. L'épidémie, donc en quelques jours, donc ça a flambé à La Réunion. Ensuite, ça s'est répandu sur l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. Et c'est une épidémie qui est également émergente maintenant dans le sud de l'Europe. Voilà, en Amérique latine. Donc l'ennemi, c'est Aedes albopictus, vous avez bien compris. Virus anthropique, périurbain et urbain, qui prolifère à cause du réchauffement de la planète. Donc voilà, et qui est très agressif. Alors Aedes albopictus, regardez, il vient de cette région-là, Asie du Sud-Est, Inde, Asie du Sud-Est, ici. Voilà, en 1980, il était là. Et maintenant, il est partout. Voilà, dans toute la région intertropicale, en particulier sud de l'Europe. Donc la France est dedans, on est en zone d'émergence. Il y a des réseaux de surveillance. Et puis l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, les États-Unis, le sud des États-Unis. Alors,
Bon, bah, vous avez compris, hein, c'est un virus anthropique. Quand on lui montre une poule, c'est un moustique anthropique. Poule, homme, chien, bovin, etc. Il va piquer l'homme préférentiellement. Ensuite, ici, on regarde l'horaire des piqûres à l'intérieur des maisons et à l'extérieur. Donc à l'intérieur, il n'aime pas trop, il n'est pas endophile. Mais à l'extérieur, on dit qu'il est exophile. Il pique volontiers à l'extérieur. Et diurne, c'est à la tombée de la nuit. Donc c'est quand on boit l'apéro sur la terrasse. Paf. Le Aedes albopictus. C'est vraiment terrible. Hein, voilà. Et les larves aiment beaucoup les gîtes anthropiques, c'est-à-dire vraiment domestiques ou péridomestiques. 20% des larves, on les retrouve dans des gîtes péridomestiques et dans des gîtes, voilà, dans les larves immatures, dans des gîtes naturels. Alors la Réunion, évidemment, parce qu'il y a des ravines, c'est très escarpé, hein, c'est un volcan, je crois. Enfin bon, donc il doit y avoir des gîtes naturels. Donc c'est évident que les larves là-dedans ont proliféré. Voilà. Cycle mixte à vecteur, donc ça vous avez compris. Le cycle qui était connu par les anciens arbovirologues, c'était le village et le cycle selvatique. Voilà, donc un cycle villageois et un cycle selvatique avec des vecteurs à chaque fois qui étaient spécialisés. Et puis c'est devenu Aedes albopictus, voilà, qui a entraîné donc l'explosion dans l'océan Indien, avec transmission d'une île à l'autre, non pas du moustique, mais de l'homme un virémique. C'est les autres virémiques qui transmettent le moustique et qui sont allés jusqu'aux Antilles. Voilà. Et alors, on a montré au plan fondamental, ça c'est intéressant, que le cycle extrinsèque dans Aedes albopictus, il est plus court que dans Aedes aegypti. En l'occurrence, ça veut dire quoi? Flexibilité génétique. Retenez, c'est un virus à RNA. Flexibilité génétique, le virus, eh ben, il s'est adapté mieux à un nouveau vecteur. Voilà. Et le vecteur, lui, s'est adapté au changement climatique. Et il aime bien l'homme, il aime bien les zones périurbaines. Et ben voilà, donc forcément, ça explose. Bon, au plan clinique, ça fait mal, je vous l'ai dit. Hein. Atteinte neurologique centrale avec un tuphos. Voilà. Ça donne des pétéchies. Voilà. Et le diagnostic, c'est comme la dingue. Voilà. Le Zika, pour terminer, donc c'est le nouveau venu. Alors, virus Zika, découvert en 1947 en Ouganda, dans la forêt Zika. Ensuite, là, c'est le vecteur et la maladie, d'ailleurs, avec le vecteur et la maladie qui vont dans les différentes îles ici de l'océan Indien, puis du Pacifique, et qui arrivent au Brésil. Et la France est contaminée parce que, après, du Brésil, ça passe en Guyane, et de la Guyane, ça passe aux Antilles. Voilà. Donc l'épidémie s'est tarie en 2016-2017, mais on est toujours en zone d'émergence, y compris la métropole, parce qu'on a le vecteur et on a des gens qui voyagent. Donc il y a deux grands vecteurs, Aedes aegypti et Aedes albopictus. Le cycle, il y a un cycle sauvage dans la forêt, il y a un cycle humain avec des vecteurs adaptés à l'homme, anthropique. Voilà. Il y a une transmission de la mère à l'enfant, il y a une transmission sexuelle. C'est la seule arbovirose, retenez ça, dont la transmission sexuelle de l'homme infecté à la femme est démontrée. Aux épidémies, donc, ça veut dire transmission sexuelle, possibilité de maladie chez la femme enceinte longtemps après. Par exemple, le mari va voir les Jeux Olympiques au Brésil, il revient en France, il est virémique, ça passe dans le sperme, il contamine sa femme, qui peut contaminer son enfant. Vous voyez, il y a des cas secondaires après. D'où consultation spécialisée, parce qu'en cas de contamination de la mère, il y a un risque de microcéphalie, donc de malformation de l'enfant. D'où avortement thérapeutique. Donc on a ouvert à Necker une consultation spécialisée de Zika. Je ne sais pas s'il y a eu des cas secondaires en France, mais en tout cas ça existe. Et en période épidémique en Amérique latine ou aux Antilles françaises, il est évident que quand quelqu'un revient et qu'il y a un doute sur le Zika, on fait le diagnostic. Et à ce moment-là, si la femme est enceinte, on va faire une consultation spécialisée. Dans les Antilles français, on recherche systématiquement le Zika, en plus de la dengue et du chikungunya, systématiquement le Zika. Et chez les femmes, on fait systématiquement un test de grossesse. Et si il y a un test de grossesse est positif, dans les Antilles françaises et la Guyane, on fait systématiquement une consultation spécialisée d'obstétricale par rapport au risque de malformation lié au Zika. Voilà, donc togavirus, hein, toga, regardez, c'est une rubéole. Pareil, c'est un togavirus, donc ça donne exactement l'âge de la rubéole. Voilà, alors il y a des particularités cliniques, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, alors c'est ça que j'ai fait hier. Voilà. Donc moins de 5 jours, NS1 pour la dengue, PCR pour la dengue ou le chikungunya. 5 à 7 jours, le NS1 ne sera plus valable. On fait la PCR ou la sérologie. Plus de 7 jours, c'est que la sérologie. Voilà. Donc
quand quelqu'un revient, est en métropole, on cherche la dengue et le chikungunya, plus consultation spécialisée pour Zika chez la femme enceinte. Et dans les départements d'émergence, en Guyane et aux Antilles françaises, on recherche systématiquement la dengue, le chikungunya et le Zika. Fièvre hémorragique, groupe hétérogène, il y a des arboviroses hémorragiques. Sinon, retenez Ebola et fièvre de Lassa. Donc fièvre de Lassa, c'est en Afrique de l'Ouest. L'hôte vertébré, c'est un petit rongeur. Et Ebola, alors je vais vous dire juste Ebola, c'est une vraie saloperie qui a été découverte donc, près du fleuve Ebola, en République démocratique du Congo il y a longtemps. Marbourg, Ebola, c'est un groupe, je crois que c'est des filovirus. Donc là aussi, voilà, c'est une zoonose, donc c'est une maladie de la chauve-souris et du singe. Donc on pense que c'est la chauve-souris dans les zones intertropicales, dans les grottes, etc. Voilà, c'est pas totalement bien connu. Et c'est les déjections des chauves-souris et des hôtes secondaires qui peuvent infecter l'homme lorsqu'il rentre donc dans le réservoir selvatique. Voilà. Et ce qui est important, c'est qu'il y a eu des épidémies qui ont été décrites donc, en République démocratique du Congo et au Gabon. On pensait que c'était limité à l'Afrique centrale, et puis tout d'un coup, ça a démarré en Sierra Leone, et puis vous savez, ça a été une énorme épidémie en Guinée, en Guinée-Conakry, enfin Sierra Leone, Côte d'Ivoire, enfin dans tous ces pays-là d'Afrique de l'Ouest. Ça a surpris tout le monde. On sait que ce sont des variants originaires de République démocratique du Congo. Et l'épidémie s'est tarie. Actuellement, il y a des tentatives de vaccins thérapeutiques, de vaccins prophylactiques et des tentatives également de cocktails d'anticorps thérapeutiques pour les malades. C'est une maladie extrêmement contagieuse. Donc c'est une maladie hémorragique, voilà. En zone intertropicale, il faut se protéger. Le virus va être manipulé dans des conditions très particulières dans des laboratoires P4. P4, ça veut dire qu'on isole le virus et on s'isole de l'environnement. Voilà. Et en France, il n'y a qu'un seul laboratoire qui est apparenté, qui est habilité pour les virus des fièvres hémorragiques, c'est à Lyon. Il y a un P4 qui va s'occuper des virus des fièvres hémorragiques. Les prélèvements doivent arriver dans ces laboratoires spécialisés avec une réglementation IATA très particulière, avec un triple emballage de protection, parce que ce sont des prélèvements à risque. Voilà. Et puis, il y a quelques lits, alors je sais qu'il y en a à Bichat, à la Salpêtrière, qui sont des lits en attente, au cas où il y aurait soit des voyageurs qui viendraient des zones endémiques, soit qu'il y ait une nouvelle épidémie, qui sont là, des lits qui assurent la vigilance. Il y a aussi les hôpitaux militaires, qui ont des lits particuliers pour assurer donc, la prise en charge des malades qui auraient éventuellement des fièvres hémorragiques, y compris des fièvres hémorragiques aussi contagieuses que les fièvres à Ebola. Voilà. Toutes ces maladies sont à déclaration obligatoire. Je vous remercie.